Bonjour tout le monde, on est ravis, CEL et SOS Fin, de vous accueillir dans le cadre de ce marché des alternatives alimentaires qui a lieu dans le plus grand cadre des Transition Days. Les Transition Days, ce sont 9 mois pour aborder la transition au Luxembourg, et à travers la métaphore de la maison, on a choisi de voyager chaque mois dans une thématique différente. Donc ce mois-ci, on est dans la cuisine avec l'alimentation. Et puis, on se retrouve dès le mois prochain pour l'atelier où on va parler low-tech, où on va parler repair café, etc. Donc voilà, on vous invite à nous suivre sur le site transitiondays.lu. Et puis, sans plus attendre, je vais vous présenter Laura Petersel, qui nous fait le plaisir de venir de Toulouse pour cette conférence. Laura est une militante du réseau Salaria. Le réseau Salaria, c'est une association d'éducation populaire qui s'attaque aux racines du système capitaliste et qui propose de le changer et d'avoir un nouveau projet de société. Voilà, tout simplement. À côté de son travail, qui est aussi un travail engagé, Laura bosse avec des personnes en attente de leur statut, d'une régularisation de leur statut. Laura s'investit investit toutes les autres minutes qu'elle a pour les questions sur l'alimentation. Voilà, je vous préviens, j'ai passé la soirée avec elle, elle est très modeste, elle va vous dire que vous en savez autant qu'elle. Pourtant, moi, j'avais jamais entendu parler du système de sécurité alimentaire, de sécurité sociale alimentaire, donc j'espère que on va en apprendre plein tous ensemble. Je te laisse la parole. Bonjour, un très grand merci pour votre accueil, en particulier à Marine et Delphine. Bref, c'est hyper agréable d'être accueillie dans ces conditions. J'étais jamais venue au Luxembourg et je trouvais tout à fait croustillant de venir vous voir pour parler de sécurité sociale, de l'alimentation et donc, j'espère, un peu de projets alternatifs au système capitaliste qui nous domine. Donc voilà, je trouve que venir le faire au Luxembourg, ça a toute sa symbolique. Du coup, je m'exprime en français. Des fois, je parle trop vite. Des fois aussi, je fais des implicites parce que moi, j'ai le nez dedans et du coup, j'oublie que en fait, je parle à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, comme moi, des sujets que j'aborde. Donc, n'hésitez pas à me faire de grands signes pour que je ralentisse ou pour que je revienne sur un point. On s'est dit que le format, ce serait, je vais vous faire un exposé en 40-45 minutes et comme ça nous laisse la même durée pour échanger, ou peut-être moins s'il y aura moins, mais en tout cas, au maximum, ça fait 1h30, pas plus longtemps. Voilà. On va attaquer. Donc, pour démarrer, en fait, j'avais envie de partir de vous et du coup, je vous propose un petit brainstorming vraiment rapide et succinct sur, si je vous dis le mot alimentation, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, je ne veux pas des grands discours, mais juste voilà, des mots, des petites phrases. Voilà. Santé. Attendez, il faut que je note. Santé, j'ai pas entendu, pardon, l'autre. Ah, pommes frites, parfait. Excellent. Je suis désolée, j'entends pas très bien. Survie, oui. Potager, c'est bien ça. Autosuffisance. Ah bon? Argent. Accessible à tous. Faim. Souveraineté. J'ai écrit droit, pardon, je ne l'ai pas répété. Mais cuisinier? Cuisiner ou cuisinier? Cuisinier. Ah, c'est chouette, on va pouvoir parler de ça. Et des cuisinières aussi. Base de la vie. Dignité. Ah bon? Pesticides. Sol vivant. Prix bas. Terrain paysan. Prix réel.
maladie. Pardon, je souris parce qu'évidemment, ça me fait des évocations. Enfin, je ne me moque pas de vous du tout, c'est au contraire que ça me fait des liens dans la tête. On est bien? Énergie. Bon, on pourrait faire toute l'heure et demie dessus, mais ce n'est pas l'idée. C'était juste que, voilà, que je vous entende un peu et puis que je vais essayer de m'appuyer un peu là, sur ce que vous avez dit. Du coup, en tout cas, ce qui est assez évident, et je pense que bon, là, en plus, dans ce lieu, ça l'est d'autant plus que oui, l'alimentation, c'est un enjeu vital. C'est un enjeu vital, ça nous concerne absolument toutes et tous, puisqu'on a tous, êtres humains, besoin de se nourrir pour vivre. Et c'est un sujet qui est passionnant, parce qu'en fait, plus on s'y intéresse et plus on se rend compte de la diversité des approches possibles et de finalement à quel point ça recouvre un champ incroyable de nos activités sociales, de nos activités humaines. Je vais faire un exposé en 3 parties, et donc je vais démarrer avec un état des lieux que je vais volontairement faire plutôt succinct en partant du principe que vous en savez déjà beaucoup sur le ici et maintenant, parce qu'on est quand même dans un état du monde qui est un peu fou. On produit de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. Or, à travers le monde, il y a 800 millions de personnes qui sont en situation de malnutrition et de faim. Les aliments que nous mangeons, dans l'immense majorité, en fait, ils sont mauvais pour nous, ils sont mauvais pour notre santé, ils entraînent des problèmes de santé, que ce soit l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ils sont mauvais pour l'environnement, pour la planète. Les méthodes agricoles dominantes sont ultra polluantes et sont en train de nous tuer à petit feu, quoique le feu grandit de jour en jour. Et en plus, les modèles de production alimentaire et de distribution de l'alimentation sont dans des logiques qui sont complètement néocoloniales. Alors, j'emploie cette expression qu'on pourrait discuter, mais en tout cas, on est sur des rapports entre pays, entre nations, des échanges nord-sud, pour le dire vite, qui sont complètement inégalitaires et où les pays les plus riches dominent complètement les pays les moins riches, avec des enjeux en termes d'accès à la terre, en termes de type de production agricole qui sont complètement exploitants pour les pays dits du Sud. Pour un exemple que vous connaissez sûrement, mais les politiques internationales imposent dans pas mal de pays dits du Sud de la monoculture vouée à l'exportation, ce qui fait que celles et ceux-là même qui cultivent, qui sont paysannes et paysans, n'ont même pas de quoi se nourrir parce qu'ils sont occupés à cultiver des productions agricoles qui en fait partent à l'international, notamment pour nourrir notre bétail, pour qu'on puisse manger de la viande. Donc voilà, donc ça c'est pour un tableau général tout à fait sympathique. Sur la question de l'alimentation, il y a un livre que je trouve très intéressant sur aussi toute la dimension culturelle, sociale, sur ce que c'est l'alimentation et ce que ça veut dire, parce que là j'ai parlé de choses très matérielles, mais en fait autour de l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du culturel, de la convivialité, du faire ensemble. Donc c'est le livre de Paul Ariès qui s'appelle « Une histoire politique de l'alimentation ». Donc il retrace comme ça, à travers le temps, toute la symbolique et tout ce que signifie manger, et du coup comment on mange, comment on mangeait, qu'est-ce qu'on mangeait et qu'est-ce qu'on mange, et c'est passionnant. Voilà. Cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, je ne l'ai pas dit, mais en fait, donc elle est travaillée à Réseau Salariat, l'association à laquelle j'appartiens, mais on n'est pas seul, on travaille cette idée avec d'autres collectifs que je vais nommer par égard pour eux, qui sont donc l'association Ingénieurs sans frontières, Agrista, je pense une asso française, uniquement française, mais qui a certainement des liens par contre avec d'autres associations. Le réseau CIVAM, donc ça c'est encore un truc bien français, qui est pour le développement des pratiques alternatives en milieu rural. Le syndicat Confédération Paysanne, là encore un truc bien français, mais vous devez certainement avoir des équivalents. Donc un syndicat de paysans qui revendiquent une agriculture, la promotion d'une agriculture paysanne. Et il y a une association qui s'appelle l'association des Amis de la Confédération Paysanne. Donc c'est tous les non-paysans, mais qui soutiennent. Donc voilà. Le collectif Démocratie alimentaire,
Donc là, c'est plutôt des universitaires, des chercheurs et chercheuses. Et le réseau Miramap, donc qui est le réseau des AMAP. Ça, vous avez ça aussi. Du coup, voilà. Du coup, je les cite parce qu'en fait, tout ce que je vous raconte là, c'est évidemment pas sorti de ma petite tête à moi toute seule, et c'est un peu aussi très fortement influencé et les résultats de tous nos échanges et de nos travaux communs. Voilà. Donc là, je vous ai dressé le portrait très général, et pour rentrer un peu plus en précision, ce qui est très important d'avoir en tête quand on parle d'alimentation, c'est qu'en fait, on parle d'un système, un système alimentaire qui se décline en 4 pans. Et d'ailleurs, c'est pour ça le coup des mots là que je vous ai demandé. Vous avez dû noter qu'on a beaucoup parlé de l'alimentation en tant qu'objet de consommation. On a aussi un peu abordé les questions de production, l'accès à la terre, le terrain, les paysans, les pesticides. Mais en fait, il y a 2 autres pans qui sont essentiels, qui sont la transformation et la distribution. Et du coup, moi, quand je parle de ce sujet-là, là, je me place plutôt sur un niveau macroéconomique, sur un niveau sociétal. Et donc, en fait, quand on décline, si on regarde la question agricole, par exemple, alors, je vais beaucoup m'appuyer sur ce qui se passe en France. Voilà, vous m'excusez par avance, je pense qu'il y a beaucoup de similarités avec ce qui se passe ici au Luxembourg, évidemment pas sur les mêmes échelles, mais voilà, je compte sur vous pour faire les ponts, ou au contraire vous dire, ah ben chez nous c'est différent. Mais du coup, sur l'agriculture, en France, il y a 450 000 agriculteurs aujourd'hui, enfin exploitants agricoles, avec du coup certains, et l'immense majorité, qui pratiquent une agriculture intensive, productiviste, et quelques-unes qui pratiquent des agricultures dites alternatives, type l'agriculture paysanne. Mais ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est qu'il y a 600 000 ouvrières et ouvriers agricoles dans les champs. Donc on a vraiment ce mythe et cette image de l'agriculture comme le monde des paysans. Et en fait, c'est une image qui est assez fausse de ce qui se passe en réalité dans les champs, où c'est en fait souvent des grosses entreprises, ou pas forcément grosses en taille d'ailleurs, mais en tout cas des entreprises avec des ouvriers exploités. Des ouvriers exploités avec, et quand je dis exploités, j'emploie le mot dans le sens premier du terme, on a toute une série de procès en cours parce que les joies de notre système mondialisé font qu'on est dans de la compétition et de la course au prix bas et donc au coût du travail, qui est une expression tout à fait lamentable parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a clairement pas de production. Et donc, on va chercher des travailleurs, travailleuses immigrés et on les fait bosser dans des conditions absolument hors code du travail, hors cadre légal. Ça se pratique en France, ça se pratique un peu partout. Et donc, de temps en temps, il y a des procès et des entreprises qui sont condamnées. Je vous dis ça parce que, par exemple, en France, on importe 50% des fruits et légumes qu'on mange parce que ça coûte moins cher dans d'autres pays, sauf que c'est toujours la question de, d'accord, mais dans quelles conditions les gens ont bossé pour fournir ces fruits et légumes. Et à l'inverse, en France, on exporte pas mal de viande, de lait, de céréales. Et là aussi, c'est au détriment de qui ? Aussi, là où c'est important de voir aussi, c'est la place des politiques publiques là-dedans. Donc la politique agricole commune, qui se joue donc au niveau de l'Union européenne, a des pratiques et des manières de fonctionner qui favorisent les grosses exploitations au détriment des petites. Et je donnerai un exemple, c'est que les subventions accordées aux exploitations agricoles sont fonction de la taille de la ferme et non pas de combien de gens bossent dessus, par exemple. Donc, ça favorise les grandes exploitations, la mécanisation, la course voilà, à la mécanisation. Ça, c'est sur la dimension agricole. On pourrait dire encore plein d'autres choses. Je ne suis pas tellement allée sur le terrain de la pollution. Vous avez parlé des pesticides. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je vous donne 2 références que j'aime beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Mais d'ailleurs, en plus, ici, je pense que vous avez déjà pas mal d'infos à trouver. Mais il y a une bande dessinée sur la question des algues vertes en Bretagne, qui explique extrêmement bien le poids et le rôle des lobbies de l'industrie agroalimentaire sur l'incapacité des pouvoirs publics à faire face à toutes les pratiques absolument dévastatrices qu'on connaît dans l'agriculture. Il y en a une autre BD qui sort là ces jours-ci, qui s'appelle Toxique Tropique,
et qui est sur le scandale du chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé très abondamment dans les Antilles pour la production de bananes et qui en fait a des effets absolument ravageurs sur les terres, l'environnement, sur les humains. Et du coup, il y a énormément, d'ailleurs, c'est l'intégralité de la population en fait qui est contaminée. Alors après, ça ne développe pas les mêmes effets chez tout le monde, mais c'est un scandale sanitaire majeur qui se passe aux Antilles françaises avec, quand je vous parlais de néocolonialisme tout à l'heure, voilà, j'ai fait référence. Et donc voilà, donc ça, c'est 2 exemples, c'est des formats BD, donc je trouve que c'est assez intéressant aussi comme format de transmission de savoir, mais voilà, j'arrête là. Sur la transformation, donc du coup, je vous disais, il y avait voilà, l'agriculture, la transformation. En fait, quand on parle de transformation, derrière, il va y avoir toute la question des abattoirs. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense que ce mot-là suffit déjà à ce que vous ayez pas mal d'images en tête. J'insiste là encore sur le sort des ouvrières et ouvriers des abattoirs. Les abattoirs industriels, c'est des conditions de travail qui sont absolument effroyables. Là encore, c'est beaucoup de main-d'œuvre étrangère parce que les Français, ils ne veulent pas bosser dans les abattoirs. Bon, je n'irai pas plus loin, mais il y aurait énormément à dire sur les conditions dans lesquelles les animaux sont mis à mort et les conditions dans lesquelles les humains qui les mettent à mort travaillent. Il y a, quand on parle de transformation, on parle aussi, donc, c'est-à-dire de passer des produits qui sortent de la terre à ce qui arrive ensuite dans nos assiettes. Et donc, en fait, c'est toute la question de l'alimentation transformée. Et donc là, on va retrouver des grandes marques de multinationales comme Danone, Nestlé, Lactalis, plein d'autres. C'est des enjeux de milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est des entreprises qui sont extrêmement puissantes. C'est aujourd'hui des multinationales donc, qui couvrent en plus, voilà, qui sont sur des logiques internationales. Le lobby de l'industrie agroalimentaire, en fait, quand on parle d'industrie agroalimentaire, c'est soit on l'entend sur l'intégralité du champ, soit c'est vraiment précisément cet endroit-là de la transformation. C'est un lobby extrêmement puissant et qui se bat constamment pour que rien ne change, parce que ce serait quand même dommage de perdre de l'argent. Sur ce point précis, je vous renvoie à une source que j'ai trouvée assez intéressante et qui est accessible en ligne. C'est une émission de Cache Investigation, donc une émission qui passe sur France 2 en France, qui a été diffusée en septembre 2016 et qui porte précisément sur la question du lobby de l'industrie agroalimentaire, enfin pas du lobby, de l'industrie agroalimentaire. Et donc avec dans ce documentaire une très belle illustration de la puissance des lobbies et de leur stratégie pour que rien ne change. Donc, sur la transformation, il y a vraiment l'enjeu très fort de santé publique, parce que c'est les aliments transformés, les aliments ultra transformés. C'est là qu'on vient y mettre plein de cochonneries qui ensuite nous donnent des cancers, du diabète, des maladies cardiovasculaires. On estime quand je dis on, c'est pas moi, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui estime qu'il y a 1 mort sur 5 dans le monde qui est liée à la mauvaise alimentation. Alors, c'est dans le monde. On n'est pas les pays les plus concernés, statistiquement parlant, mais on est quand même, évidemment, archi concernés. Et puis, en plus, à partir du moment où c'est dans le monde, ça nous concerne. Donc là, j'ai sur la production, donc production, transformation, sur la distribution. Donc derrière le mot distribution, en fait, c'est toute la question de où est-ce qu'on achète notre alimentation. Donc en fait, c'est la grande distribution qui est une des innovations de ces 30-40 dernières années et qui est une catastrophe absolue dans la disparition des petits commerces de proximité. Aujourd'hui, en France, c'est 6 entreprises qui couvrent 90% de la vente d'aliments sur le territoire français. Donc, autant vous dire que ça leur fait une situation de quasi-monopole. C'est ce qui leur permet d'écraser complètement les agriculteurs et d'imposer leur prix. Le prix bas, toujours la course au prix bas. C'est ce qui leur permet aussi d'avoir des lobbies extrêmement puissants vis-à-vis des politiques publiques et d'imposer leurs pratiques et leur façon de voir les choses. Et là encore, regardons qui travaille dans la grande distribution. En fait, c'est essentiellement des travailleurs précaires, voire très précaires. Beaucoup de femmes, on a souvent l'image de la caissière quand on parle de la grande distribution. Là encore, c'est des domaines où il y a des milliards d'euros qui sont engrangés et qui ne vont pas vraiment dans la poche des travailleuses et des travailleurs de cette filière-là.
ni d'ailleurs non plus dans la poche des agriculteurs, ni non plus dans la poche des consommateurs. En fait, ça va dans la poche des actionnaires. Donc voilà. Et sur la question de la consommation, puisque du coup on est sur nos 4 points, là j'en ai déjà parlé. Il y a qu'est-ce qu'on mange, qui mange quoi et qui a accès à quel type de nourriture. On a un système profondément inégalitaire. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus inégalitaires. En France, aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir et qui dépendent de ce qu'on appelle l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est un système qui a été mis en place à l'initiative des associations caritatives de lutte contre la pauvreté, qui en fait récupèrent les invendus de la grande distribution et les distribuent à très faible coût ou gratuitement aux personnes qui en ont besoin. 8 millions de personnes, ça veut dire plus d'une personne sur 10 dans la population française. C'est absolument énorme. Les chiffres ont explosé depuis le confinement. On était à 5 millions de personnes avant le confinement. Bon, c'était déjà énorme, mais vous voyez quand même la progression qui est fulgurante. Et malheureusement, les perspectives des mois et des années à venir sont tout à fait sombres en ce domaine. J'ai discuté avec des gens là sur des stands aujourd'hui qui me disaient qu'au Luxembourg, vous n'êtes pas sur les mêmes proportions, mais qu'il y a quand même une grosse augmentation aussi qu'on peut observer en ce moment. L'aide alimentaire, c'est un système qui est tout à fait problématique parce qu'il est supposé à l'origine être de l'urgence. Et en fait, les gens se retrouvent à dépendre de manière régulière de ce système qui distribue la nourriture, la pire qui soit en termes de santé publique, puisque c'est les invendus de la grande distribution. Et vous vous doutez bien que dans les invendus, on arrive encore à trouver encore plus de merde que ce qu'on mange d'habitude. Donc, du coup, c'est vraiment un système qui est absolument contestable. Et comme le cynisme ne va jamais assez loin, on a une loi en France dite loi anti-gaspillage qui permet à la grande distribution de défiscaliser ce qu'elle donne aux associations caritatives. Donc, comment on est sûr que tout le monde s'y retrouve. Sur la consommation, j'insiste sur la place et le rôle des femmes sur ce sujet. Parce que qui est-ce qui fait les courses? Qui est-ce qui pense à aller faire les courses? Qui est-ce qui cuisine? Qui est-ce qui fait la vaisselle? En fait, c'est très, très majoritairement les femmes. Alors là, je ne vous demande pas de penser à votre voisin ou à votre voisine, mais plutôt d'être vraiment sur une approche sociétale. C'est au niveau de la société que ça se joue. Des études sociologiques le démontrent aisément. Ce sont très, très majoritairement les femmes qui ont la charge de nourrir les autres. J'insiste sur ce point parce que d'une part, on n'en parle pas assez. Et d'autre part, c'est parce qu'en fait, c'est un travail de nourrir les autres. Quand on va au resto, on paye. Quand ça se passe à la maison, qui paye? On va y revenir, mais du coup, voilà. Et j'insiste aussi sur ce point parce que quand on est... quand on met en avant tout le lien producteur-consommateur, ce qu'on peut appeler les circuits courts, c'est hyper important d'avoir cette notion-là en tête aussi. C'est-à-dire que d'acheter des légumes et des fruits non transformés, c'est hyper intéressant. Mais alors du coup, qui fait cette transformation-là? Si c'est plus Danone ou si c'est plus Nestlé, a priori, ça va se passer à la maison. Très bien, mais alors qui le fait? Voilà. Sur la place des femmes dans la filière alimentation, je n'ai pas assez insisté, mais moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, j'étais absolument ravie de trouver sur un des stands l'Observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition, qui a donc fait tout un rapport sur le pouvoir des femmes dans les luttes pour la souveraineté alimentaire. Donc, c'est une approche internationale. Ça va permettre de parler de souveraineté alimentaire. En plus, ça tombe bien, c'est un mot que vous avez évoqué tout à l'heure. Juste pour vous dire, parce que voilà, ça me paraît important, dans la synthèse, il est dit que 55,9% des personnes bénéficiant de l'assistance des banques alimentaires britanniques sont des femmes. 16% sont majoritairement noires et asiatiques. Alors malheureusement, en France, il n'y a pas de données statistiques sur qui vient à l'aide alimentaire. Mais moi, j'en suis absolument convaincue, c'est une immense majorité de femmes et parmi elles, énormément de personnes racisées. Et quand j'emploie cette expression, c'est-à-dire je ne crois pas à la notion de race au sens biologique, mais par contre, je crois à la notion de domination à raison de sa couleur de peau prétendue. Et du coup, oui, en effet, quand on n'est pas blanc, eh ben, on est plus pauvre. En tout cas, en France, ça se passe comme ça. Et du coup, là aussi, c'est hyper important d'aller voir que quand on s'intéresse au profil d'une personne pauvre aujourd'hui,
ça a probablement d'ailleurs toujours été le cas, mais en tout cas aujourd'hui c'est avéré, en fait c'est souvent une femme, et souvent une femme qui s'occupe seule de ses enfants. Donc quand on parle d'aide alimentaire, on va les retrouver. Vous avez vu, j'ai insisté, quand on parle de distribution, donc l'image de la caissière, quand on parle de transformation, alors pour le coup, dans les usines de transformation, il y a énormément de femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes racisés. Et quand on parle d'agriculture, là, on a vraiment tout de suite l'image d'un homme. Et pourtant, très souvent, derrière chaque agriculteur se cache sa femme. C'est très récent en France que les femmes d'agriculteurs aient un statut économique, un statut juridique. Ça s'améliore un peu, mais le chemin est encore long pour l'égalité. Et là, c'est quand je parle de la femme de l'agriculteur, mais par contre, pour l'accès à la terre, les femmes ont beaucoup plus de mal à accéder à la terre que les hommes. Voilà, ça c'était pour le côté constat. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Si je vais faire un tout petit point sur la souveraineté alimentaire, c'est une notion qu'on utilise beaucoup sur une approche plutôt internationale de souveraineté alimentaire, un peu dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, de les pays du Nord qui exploitent les pays du Sud. En fait, c'est une notion qu'on peut tout à fait s'appliquer à nous. Quand je dis nous, je veux dire nous, habitants de pays riches. Parce qu'en fait, la souveraineté alimentaire, elle peut se vivre à une échelle étatique, mais on peut aussi la vivre à des échelles collectives plus petites. Et par exemple, les jardins ouvriers, qui existaient énormément et qui existent de moins en moins. Il vous en reste un peu, je crois. Et je crois même qu'il y a des gens qui se battent pour que ça existe encore plus. Les jardins ouvriers, c'est tout un symbole d'autonomie et d'une certaine forme de souveraineté alimentaire. Parce que quand on est ouvrière, ouvrier et qu'on fait grève, ça veut dire qu'on n'est plus payé, ça veut dire qu'on n'a plus un rond. Mais au moins, on peut manger. Or, comme aujourd'hui, tout ce savoir et tout cet accès à un potager se perdent, du coup, quand on fait grève, en fait, on ne tient pas longtemps. Parce qu'il y a un moment donné, on n'a plus de sous pour manger. Enfin, plutôt, on n'a plus les sous pour acheter à manger. Et donc, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, il dépasse là, pour le coup, la question de l'alimentation proprement dite. C'est aussi tout ce que ça permet en termes d'autonomie, en termes de capacité d'action. Donc, ça se joue à des échelles, là, je vous donnais l'exemple de la grève, mais ça se joue évidemment à des échelles de population. Là, on l'a vu, pour le coup, le Covid, pour ça, a été extrêmement intéressant sur mais qu'est-ce qui se passe en fait si on ferme les frontières? Qu'est-ce qui se passe si on peut plus se déplacer? Qui est qui au sens quels espaces, quels lieux sont sur une autonomie alimentaire suffisante pour tenir dans ces conditions-là? Alors, maintenant que j'ai parlé de trucs super pas marrants, je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Je vais passer à ma partie 2 que j'ai appelée 5 points clés sur lesquels agir pour une transformation sociale et comment le régime général de sécurité sociale en France nous indique une piste à suivre. C'est un titre un peu pompeux, mais j'espère que je vais le rendre à peu près clair. Est-ce que, si je vous dis sécurité sociale, à quoi ça vous fait penser? Santé. Savoir qu'on a à manger? Quand je dis, d'accord. Redistribution. Garantie, protection. Maladie. Responsabilité de l'État. Il y a quelqu'un qui a dit vieillesse. Je note vieillesse. Solidarité. Ah, cotisation. Charge, tout à fait, charge, écrivons-le. Gratuité, ok. Du coup, à Réseau Salariat, on se dit que dans les enjeux forts que nous avons, nous, celles et ceux qui ne sommes pas tout à fait satisfaits du monde dans lequel on vit et qui pensons qu'il serait possible de vivre dans des sociétés beaucoup plus épanouissantes et égalitaires, on se dit qu'en fait,
on a déjà beaucoup de conquêtes sociales, on a déjà beaucoup de déjà là qui sont subversifs, qui sont porteurs d'égalité et de transformation sociale, mais que par contre, on est très mauvais en termes de transmission de cette histoire-là et de ces connaissances-là. Typiquement, la sécurité sociale, ça en fait partie. En fait, alors là, je vais parler du régime général de sécurité sociale en France, mais pour les quelques recherches que j'ai faites, les quelques discussions que j'ai eues, je pense quand même que c'est assez équivalent à ce que vous vivez au Luxembourg. Vous n'avez peut-être pas tout à fait la même histoire dans la mise en place du système, mais je pense qu'il y a j'espère en tout cas que ça va vous faire écho. En fait, parmi les questions qui semblent fondamentales à se poser, c'est finalement là, tout cet état de lieux un peu dramatique que j'ai posé, c'est à qui ça profite? Parce que manifestement, ce n'est pas à nous que ça profite. En fait, c'est vraiment, là pour le coup, une des bases du système capitaliste, c'est l'objectif, c'est le profit. Engranger des richesses, engranger de l'argent sur le dos du travail d'autrui, sur l'exploitation des humains, des animaux, des ressources naturelles. La logique de sécurité sociale, le système de sécurité sociale, c'est une logique d'intérêt général. À qui ça profite? C'est à l'ensemble de la population. Vous avez parlé de solidarité. Alors, c'est une forme de solidarité, mais c'est bien une solidarité à l'horizontale. On n'est pas en train de dire il y en a des qui aident d'autres, mais c'est bien, on est tous ensemble dans un même système de sécurité solidaire, de sécurité sociale. Le système de sécurité sociale, il repose sur le principe de la cotisation sociale, que d'aucuns appellent charge sociale. Moi, je vais choisir clairement le mot cotisation sociale, parce que la notion de cotisation sociale, elle est fondamentale, puisque c'est vraiment l'idée de dire, en fait, la seule origine de la création de richesse, c'est notre travail. Nous sommes, les êtres humains, en l'occurrence, qui travaillent, c'est ça qui crée la valeur économique. Et cette valeur économique, elle part dans du salaire ou elle part dans du profit. La cotisation sociale, c'est le lieu où on dit, en fait, ça part dans du salaire, mais ce n'est pas du salaire pour ma personne, c'est du salaire pour nous, c'est du salaire collectivisé, quoi. C'est donc une logique de cotisation, mais sociale, puisque c'est ensemble. Et ces cotisations sociales, c'est ce qui va permettre de financer ce qu'un réseau salarial, nous considérons être du travail hors du monde de l'emploi. Accrochez-vous, j'y vais. Du coup, la sécurité sociale, en fait, ça permet de financer quoi? Ça permet de financer le travail des soignantes et des soignants, mais ça permet aussi de financer les retraités, de financer les chômeurs et les chômeuses, de financer les parents à travers les prestations familiales. En fait, ça permet de reconnaître du travail là où notre système capitaliste ne le reconnaît pas. C'est Ambroise Croizat, ministre du Travail en 1946, qui a mis en place le régime général de sécurité sociale. Ambroise Croizat, c'est un ministre communiste. 1946, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Les communistes se sont plutôt illustrés du bon côté. Et donc, exception dans l'histoire de France, on a quelques ministres communistes au gouvernement. Ils ne sont pas restés longtemps, mais au moins, ils ont réussi à faire 2-3 trucs en passant. Et donc, voilà, Ambroise Croizat, qui a tout un passé syndical, hein, parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est d'où il vient, quoi. C'est un syndicaliste à l'origine. Il met en place le régime général de sécurité sociale. Et j'insiste sur cette notion parce que c'est vraiment l'idée de faire ensemble et de tous s'unir. Il y avait déjà des sécurités sociales qui existaient, mais elles étaient éparses et elles étaient à l'initiative et la plupart du temps et à la main des patrons, enfin des employeurs, qui, dans une logique paternaliste et aussi de stratégie pour fidéliser les ouvriers, mettaient en place des sortes de débuts de commencement de sécurité sociale, par exemple de prestations familiales, parce que ça évitait d'augmenter les salaires, on versait plutôt des prestations familiales. Bon, là, ça devient la société qui s'empare de ça à une échelle collective nationale. Donc, la cotisation sociale, c'est un enjeu hyper important parce que c'est très, très différent de l'impôt. L'impôt, ça arrive après. L'impôt, c'est bien de la redistribution pour le coup, puisque c'est l'argent a été distribué, la création de richesse venue de notre travail se répartit entre salaire ou profit. Et l'impôt, il arrive après ça.
L'impôt, il vient dire, sur vos salaires, vous allez payer tant d'impôts. Sur le profit, il y aura tant d'impôts. Mais ça arrive après, donc c'est de la redistribution. La cotisation sociale, elle intervient avant, donc on est bien sur de la distribution, en amont. Donc ça, c'est vraiment la question de à qui ça profite. Donc à chaque fois qu'on réfléchit, enfin je vous invite en tout cas à chaque fois qu'on réfléchit à des alternatives possibles, c'est vraiment se poser cette question de à qui ça profite. Une deuxième question qui est fondamentale, c'est qui travaille et dans quelles conditions. Bon, vous avez vu, je suis très insistante là-dessus, donc je pense que vous l'avez entendu. Dans le système actuel, quand on parle d'alimentation et qu'on regarde le sort des travailleuses et travailleurs de l'ensemble de la filière alimentation, c'est franchement catastrophique. C'est des domaines où il y a énormément d'exploitation. Le travail dans notre système actuel, il repose sur le marché de l'emploi, qu'on appelle plus classiquement le marché du travail. Mais du coup, c'est vraiment la logique d'emploi, avec des employeurs qui cherchent à nous employer. Et le marché des biens et services, donc là, c'est les indépendants qui vendent leurs services ou leurs biens sur un marché des biens et services. La sécurité sociale, mais c'est ce que je vous disais juste avant, elle permet de reconnaître du travail hors de ces espaces-là. Parce que les soignants et soignantes, par exemple, qui sont payés grâce aux cotisations sociales, ils sont donc hors de ce système-là. Parce que les chômeuses, chômeurs retraités, ça se passe aussi hors de ce système-là. Il y a un autre acquis qui est hyper important, c'est le statut de fonctionnaire de la fonction publique, qui est fortement attaqué, mais qui existe. Quand on est fonctionnaire, ça veut dire qu'on a un salaire à vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas être licencié, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son salaire. Alors, on ne peut pas, c'est toujours possible, mais en tout cas, le principe juridique, le principe de base, c'est que si on ne veut pas, on ne le perd pas. Et ce qui est très important aussi dans la fonction publique, c'est que le salaire, il est attaché à la personne. Il n'est pas attaché au poste. Donc, quel que soit le poste qu'on occupe, notre salaire ne va pas varier, ou en tout cas, s'il varie, ce sera toujours dans un sens plus élevé. Mais on ne pourra pas baisser. Ce qui est quand même très, très différent du monde de l'emploi, où du coup, je postule à tel poste sur une offre d'emploi à un salaire qui est fixé et potentiellement, la fois d'après, je postule à un autre poste, voire même au même, mais ailleurs. Et là, du coup, potentiellement, le salaire sera très différent et ça ne va pas dépendre de moi, ça va bien dépendre de l'offre d'emploi. Donc, c'est vraiment la question de, en fait, cette notion de travail, elle est hyper importante à dire, en fait, qui décide de qui travaille? Moi, je vous affirme que les femmes travaillent, et notamment ce qu'on appelle le travail invisible, donc du travail qui n'est pas reconnu comme tel. En fait, je pense que là, ce qu'on est en train de vivre là ensemble, c'est du travail, et ce n'est pas reconnu comme tel. Enfin, je ne pense pas que qui que ce soit va vous dire à la sortie que vous avez bien travaillé. Enfin, moi, je vous le dirai en tout cas. Et du coup, c'est vraiment cette question, elle est fondamentale de qui décide de qui travaille. Et aujourd'hui, il semble bien qu'on n'ait pas trop la main là-dessus. Enfin, vous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Il y a aussi la question de qui possède les outils de travail. Donc, quand je dis outils, en fait, c'est les entreprises, quoi. Alors, du coup, si on est sur l'alimentation, on a parlé, par exemple, des terres agricoles, mais on a parlé aussi de la grande distribution, les magasins, et puis après, les machines pour transformer la nourriture. Qui possède ces outils-là? Aujourd'hui, les propriétaires de ces outils de travail, c'est les employeurs, c'est l'État, et c'est eux qui décident de comment on s'organise au niveau du travail, de comment ça se passe, nos conditions de travail. Or, pour le coup, l'histoire, les conquêtes sociales, elles nous ont montré qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Et là, c'est vraiment toute la question des coopératives. Alors, ce mot étant à prendre avec plein de guillemets, parce qu'il y a tout un tas de formes de fonctionnement coopératif qui sont plus ou moins coopératifs. Mais en tout cas, on a quand même des très, très beaux exemples de coopératives qui fonctionnent et où, en fait, les travailleuses et travailleurs s'organisent entre eux, entre elles, pour décider de comment on fait fonctionner l'entreprise. Et du coup, ils sont copropriétaires de leur entreprise. Au niveau de la sécurité sociale, alors jusqu'à récemment, parce que du coup, ces dernières années, ça a bougé, mais les hôpitaux en France, c'était les soignantes et les soignants qui décidaient de comment ça se passait à l'hôpital. Bon, ces dernières années, c'est des gestionnaires qui ont été mis en place par l'État. Je crois qu'on en voit assez bien le résultat en ce moment.
On voit que c'est quand même pas tout à fait pareil quand celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis décident de leur organisation de travail ou quand c'est d'autres qui sont parachutés pour décider. On a quelques exemples de reprise d'entreprise par des salariés qui du coup en ont fait des coopératives. Et hasard ou pas, il se trouve que j'ai 2 exemples qui sont dans le domaine alimentaire. Alors c'est la Scopti, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une coopérative qui fait du thé et des tisanes. Et leur marque, c'est 1336, parce qu'ils ont fait 1336 jours de grève pour arriver à reprendre leur entreprise. Et du coup, aujourd'hui, c'est une SCOP, une société coopérative de production. Et donc, c'est les salariés qui sont organisés entre eux, pour continuer à faire tourner l'entreprise. Alors qu'avant, cette entreprise, elle dépendait de Unilever, la grosse marque avec éléphant, tout ça là. Ça vous parle voilà. Donc voilà, donc ça c'est une très très belle histoire de conquête sociale. Et dans le même genre, il y en a une autre, c'est une coopérative de production de glace qui s'appelle La Belle Aude. Ça se passe en Provence. Et pareil, elle et ils ont lutté pendant des mois pour... en fait, l'entreprise voulait fermer l'usine alors qu'elle marchait, mais toujours cette question du coût du travail. Donc, elle voulait fermer pour délocaliser. Et les salariés sur place se sont battus pour reprendre la main sur l'usine et donc pour créer leur propre entreprise sous format coopératif et qui existe toujours aujourd'hui. Bon, je donne 2 exemples, il y en a plein d'autres. Hein, Et puis là, je vous parle de reprise d'entreprise, mais rien n'empêche de créer des coopératives et je sais que vous le faites. Donc, et il y a plein d'exemples de création de coopératives. Une 4e question qui est très importante aussi, c'est la question de qui a la main sur l'investissement. Parce qu'en fait, dans le monde économique, pour pouvoir développer une activité économique, en fait, il faut de l'argent, soit pour créer l'entreprise, soit pour la développer, la faire évoluer. Par exemple, pour acheter des terres quand on est agriculteur, agricultrice, par exemple, pour un magasin, par exemple, pour une usine. Et donc, or, aujourd'hui, dans notre système, qui est-ce qui a l'argent? En fait, c'est soit j'arrive avec un capital, donc de l'argent, soit sinon, il faut que j'aille le chercher. Et en fait, c'est les banques qui détiennent la main sur le capital et qui, du coup, prêtent, mais de manière pas tout à fait indolore, puisque c'est le système du crédit lucratif. Donc, en fait, c'est l'endettement. C'est-à-dire que certes, ils prêtent, mais dans des conditions qui font que, en fait, derrière, les entrepreneuses sont tenus de rembourser et sont tenus à la gorge pour rembourser bien plus que ce qu'ils ont emprunté. La cotisation sociale, au contraire, vous vous souvenez, la Sécu, la cotisation sociale, ça permet en fait de financer des investissements, et pas du tout dans une logique de crédit lucratif, mais dans une logique de subvention, puisque en France, dans les années 60-70, il y a plusieurs gros hôpitaux universitaires qui sont construits un peu partout dans le pays, et qui ont permis un véritable accès aux soins pour toutes et tous dans les mêmes conditions. Et ça a été possible grâce à l'investissement, et l'investissement venant de la cotisation sociale. Mais parce qu'il y a eu une hausse des cotisations sociales entre 1946 et 1970, qui a permis que de l'argent soit abondé pour investir dans la création d'hôpitaux qui ont permis un accès aux soins pour toutes et tous. Alors, c'est un peu compliqué de parler de la qualité du système de santé français en ce moment, parce qu'en ce moment, ce n'est pas tout à fait ça qui est mis en avant. C'est plutôt au contraire tout ce qui ne va pas. Et clairement, il y a vraiment de quoi dire. Mais moi, j'insiste puisque j'ai envie quand même qu'on soit dans une perspective un peu optimiste, si on regarde entre 1946 et aujourd'hui, le système de santé français, pendant très très longtemps, a été extrêmement performant et était un des rares systèmes au monde où tout le monde avait accès à des soins de qualité. Bon, malheureusement, ça se dégrade, mais en tout cas, on a su avoir un système de santé très performant et très incluant. Et ma dernière question, c'est qui décide? Là, tout ce que je vous raconte, c'est sympa, mais du coup, qui décide? Il paraît qu'on est en démocratie. Du coup, la question, c'est en fait qui nous représente et qui prend les décisions. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les gens qui nous dirigent aujourd'hui, c'est en fait les mêmes que ceux qui possèdent les entreprises, que ceux qui tiennent les lobbies de l'industrie agroalimentaire. C'est valable dans les autres domaines, mais là, on parle de ça. Et donc, en fait, on voit bien que en fait, c'est une certaine classe sociale, la classe bourgeoise. En plus, tant qu'à faire, c'est quand même très essentiellement des hommes et très essentiellement blancs.
pour ne pas dire exclusivement. Du coup, est-ce que c'est vraiment démocratique? Au niveau de la sécurité sociale, à l'origine de la sécurité sociale, en 1946, en France, les caisses de sécurité sociale, elles étaient gérées aux 3/4 par les représentants des ouvrières et ouvriers, par les représentants syndicaux. Elles étaient gérées aux 3/4. Et en fait, c'est la première chose qui a été attaquée dans l'histoire de la sécurité sociale. C'est De Gaulle qui a mis un terme à ça dans les années 60, je ne sais plus si c'est 62 ou 67, mais dans les années 60, où il a imposé ce qu'il a appelé la cogestion, c'est-à-dire on diminue la force des syndicats, on augmente la force du patronat, et puis on rajoute l'État là-dedans. Et du coup, ça éclate tout ça. Et en plus, chez les syndicats de salariés, il y a toujours eu des syndicats jaunes qui n'avaient pas de problème à se ranger du côté des patrons. Du coup, en fait, on a perdu la main sur la gestion des caisses. Mais c'est hyper intéressant de voir ça, que en fait, la première chose qui a été attaquée, ce n'était pas l'augmentation des cotisations sociales, c'était le lieu de prise de décision. Mais n'empêche que pendant quand même entre 46 et les années 60, on a quand même su avoir la main sur un budget de plusieurs milliards d'euros qui s'appelle la sécurité sociale. Donc en fait, on sait le faire quand on nous en donne les moyens. Voilà. Alors évidemment, le qui décide, la question de faire démocratie, je pense que c'est une question qui vous anime. En tout cas, moi, elle m'anime beaucoup. On est bien d'accord que c'est un peu insuffisant de dire c'est les représentants syndicaux qui vont gérer et on sera en démocratie. C'est un peu léger. Donc du coup, il y a tout à inventer encore. Il y a plein d'initiatives hyper intéressantes et hyper belles sur comment faire fonctionnement collectif, comment gérer collectivement. Je pense au magasin coopératif là, qui s'ouvre et qui a un stand. Voilà, je sais que ça fait partie des enjeux et des questions qui sont hyper intéressantes. C'est comment on fonctionne là, c'est à une centaine de personnes, mais n'empêche que ça démarre là. Comment là, à 100 personnes, on adopte un fonctionnement réellement démocratique, réellement collectif, qui tienne compte de toutes nos différences et des rapports de domination qui nous traversent, quoi. Mais en tout cas, ces initiatives-là, je pense qu'on a besoin de les multiplier pour apprendre à faire démocratie ensemble, en fait. Parce que le mot est très beau, mais la pratique, elle est autrement plus compliquée. Et donc, pour terminer mon intervention, du coup, tu as pu distribuer, Delphine? Je peux le faire. Je ne l'ai pas fait, mais je peux le faire. En fait, la proposition, c'était de vous distribuer ce magnifique schéma qui est, à première vue, un peu indigeste. L'idée, c'est qu'on le balaye ensemble et que vous puissiez le griffonner et le gribouiller tant que vous le souhaitez, parce qu'en fait, c'est une proposition, c'est un projet en cours de réflexion et qui s'enrichit au fur et à mesure des rencontres et des échanges. Donc, je compte sur vous pour en débattre avec moi, et en termes de compréhension et aussi en termes de désaccord. On est vraiment là pour ça, quoi. Donc, en fait, à partir de tout ce que je vous ai dit là, donc Réseau Salariat avec d'autres a pensé une idée de sécurité sociale de l'alimentation. Donc l'objectif, c'est non seulement de permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès à une alimentation de qualité, mais c'est aussi que ce soit la population qui ait la main sur qu'est-ce qu'on mange et comment on produit ce qu'on mange, et dans quelles conditions de travail sont produits, transformés et distribués ce qu'on mange. En fait, c'est bien d'avoir une approche systémique et de penser vraiment le système alimentaire et pas de se focaliser sur la partie consommation. Donc, notre idée, c'est que, en fait, les citoyennes et citoyens que nous sommes, on puisse avoir une allocation mensuelle versée donc à chaque habitant, qui permettent d'aller consommer de l'alimentation chez des entreprises, des professionnels qui seraient conventionnés. Donc là, c'est vraiment dans la même logique que le système de santé. Vous savez que le système de santé, pour bénéficier de l'assurance maladie, encore faut-il aller chez des soignantes, soignants conventionnés. Alors, je ne sais pas au Luxembourg, mais j'imagine que ça doit être comme en France. Par exemple, un médecin généraliste, ça marche. Par contre, si vous allez chez l'acupuncteur, ça ne marche pas. Donc, on voit bien qu'il y a bien cette question de, il y en a qui sont conventionnés, il y en a qui ne sont pas. Et bien sûr, il y a la question de qui décide de qui conventionne ou pas. Donc, dans notre esprit, la décision sur les critères de conventionnement,
elle serait prise par les caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Les caisses, parce que du coup, on a vraiment un souci de proximité. Pour pouvoir faire démocratie, il faut que du coup que ce soit sur des échelles de population qui soient à taille humaine. Donc, bassin de vie, bassin de production, c'est en tout cas des échelles à taille humaine, avec quand même une approche nationale. Alors, nationale ou en tout cas plus importante. On dit nationale parce qu'on s'appuie sur ce qui existe déjà, la sécurité sociale telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a un fonctionnement national. Après, ça fait partie des choses qui seraient intéressantes à discuter, mais en tout cas, l'idée, c'est donc d'avoir des caisses locales, mais qui fonctionnent en réseau avec une approche nationale, parce qu'il nous semble fondamental d'avoir quand même des critères de conventionnement qui soient uniformes et imposés partout, notamment pour s'assurer que le système capitaliste ne va pas re-rentrer par la fenêtre, là où on a réussi à le foutre dehors par la porte. Là encore, je m'appuie sur l'exemple du système de santé. Donc en France, on a un très beau système de santé, sauf que la production de médicaments, enfin production et vente de médicaments, ça par contre, elle n'est pas dans une logique de sécurité sociale. Ça, elle est à la main du secteur privé capitaliste. Et je pense que vous savez que la France est un des fleurons de l'industrie pharmaceutique, grâce notamment à Sanofi. En fait, les laboratoires pharmaceutiques français, et pas que, sont des multinationales qui engrangent des milliards d'euros. Pour cause, ils ont une clientèle captive, quoi. Ils négocient avec l'État français sur une fixation de prix. Mais donc, ils négocient avec qui, en fait? Avec nos dirigeants, qui sont les mêmes que ceux qui bossent de l'autre côté. Donc, on se demande quel intérêt ils servent. Et à des prix qui sont discutés entre eux, mais quand même avec des phénomènes de monopole, du coup, puisque, en fait, il n'y a que le secteur privé. Il y a eu à un moment donné une industrie pharmaceutique publique, mais en fait, elle s'est très vite cassée la gueule. Et aujourd'hui, on a donc en fait un système qui remplit les poches de l'industrie pharmaceutique. Là, l'idée, c'est qu'on évite ça. Donc, on ait des critères en fait qui assurent que les entreprises qui vont être conventionnées, elles seront. Donc, il y aura un salaire à vie pour les gens qui bosseront dans ces entreprises-là. Elles seront copropriétaires d'usage de l'outil de travail. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est comment à la fois elles sont copropriétaires dans le sens où c'est bien les personnes qui y bossent qui peuvent décider de leur organisation de leur travail, mais elles sont propriétaires d'usage. C'est-à-dire que le jour où elles changent de travail, où elles s'en vont, elles ne partent pas avec les parts de l'entreprise. Elles ne le revendent pas en se faisant une plus-value. C'est bien les gens qui bossent. C'est vraiment les logiques coopératives telles qu'on peut les connaître dans le sens noble du mot coopérative. Et du coup, l'idée, c'est que ces entreprises conventionnées, donc qui seraient sur la production agricole, sur la transformation, sur la distribution, elles s'approvisionnent auprès d'autres entreprises conventionnées. Pour essayer, évidemment, que ça fasse système et qu'on reste bien dans une logique systémique. L'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Et du coup, Paul Ariès, dont je vous parlais au tout début de mon intervention, il est très favorable à une approche, à une logique de gratuité, donc d'accès gratuit à l'alimentation comme besoin essentiel de la population. Alors, nous, on est un peu plus circonspect parce qu'en fait, derrière l'idée de gratuité, en fait, il y a quand même toujours un modèle économique. Donc, en fait, ça ne répond pas à la question de qui paye. Mais on trouve quand même qu'en effet, l'alimentation, c'est une marchandise pas comme les autres et que c'est quand même vachement intéressant d'avoir des espaces d'alimentation gratuits. Et du coup, on se dit que ça peut être assez intéressant de développer des espaces de restauration collective gratuite, puisque c'est des espaces où on mange ensemble et on ne choisit pas forcément ce qu'on mange, mais en tout cas, on le mange ensemble. Et du coup, dans les exemples, là, voilà, c'est les cantines scolaires. Ça existe déjà parfois, mais malheureusement pas toujours. Dans les hôpitaux, dans les restaurants d'entreprise. Pourquoi pas aussi réhabiliter les cantines municipales? Il fut un temps. Je ne sais pas où ça en est au Luxembourg, mais en tout cas, je crois qu'en France, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup qui existent. Il fut un temps où existaient les cantines municipales où venaient donc manger les habitantes et les habitants. Il n'y avait pas d'obligation, mais en tout cas, c'était possible. Et donc, on se dit que voilà, ça pourrait être une forme de service public de la restauration collective. Ça pourrait être un lieu assez intéressant. Au passage, ça permettrait peut-être aussi de venir interroger les pratiques quant à c'est la femme qui se tape tout le travail à la maison. Pourquoi pas? Parce que là, du coup, ce serait porté collectivement et dans des espaces visibles. Donc voilà, ça pourrait
peut-être venir interroger nos pratiques sociales. Mais il y aurait quand même toujours un marché, un secteur marchand, mais que nous, on souhaite non capitaliste. Et du coup, c'est tout ce qui s'appelle collectif de travail là, mais donc, en fait, on aurait quand même le choix individuel entre différents produits, mais surtout, ce serait la prise de décision collective de qui on conventionne et où est-ce qu'on verse cette fameuse, la question de l'investissement, c'est qui on soutient pour développer telle ou telle pratique alimentaire. Parce qu'en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a déjà aujourd'hui dans nos sociétés des pratiques agricoles respectueuses du vivant et des êtres humains, des pratiques de transformation et de distribution tout à fait dignes et intéressantes, sauf qu'aujourd'hui, ça permet de nourrir à peu près 10 à 20% de la population. C'est des niches, en fait. Et en plus, une fois que j'ai dit ça, quand on regarde qui est nourri par ces pratiques-là, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des privilégiés, soit parce qu'ils ont le capital financier, soit parce qu'il y a la question de la proximité géographique. Si on vit en milieu rural ou en milieu urbain, ce n'est pas du tout la même chose. Soit parce que c'est pour des raisons de capacité culturelle. Enfin, peu importe, mais en tout cas, ça reste cantonné et réservé à une petite proportion de la population. Et là, nous, notre enjeu, c'est que ça concerne bien tout le monde. Et qu'on arrête avec celles et ceux qui ont leur panier bio et celles et ceux qui dépendent de l'aide alimentaire, quoi. Et qu'on soit bien dans un faire société. J'ai perdu mon fil. C'était c'était du coup sur de dire sur l'investissement. Et donc que dans ces caisses de sécurité sociale, on ait bien la main sur l'investissement pour pouvoir du coup développer et déployer les pratiques qui nous semblent vertueuses, mais qu'on ait les moyens économiques en fait de permettre aux professionnels de se développer ou de se transformer si c'est le souhait. Et voilà. Et sur le financement, c'est quand même vachement important, la question du financement. Du coup, sans surprise, on pense que c'est une cotisation sociale de l'alimentation qui serait bienvenue. Et donc, ce seraient les entreprises du coup du secteur marchand qui auraient une cotisation assise sur leur valeur ajoutée. Aujourd'hui, en France, la cotisation sociale, elle est calculée sur la masse salariale. Donc, c'est quand même, ça veut dire que le mode de calcul de la cotisation sociale dépend du nombre de travailleurs, travailleuses dans les entreprises. Ce qui en fait est assez problématique parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui se mécanisent, qui se passent de la force de travail humaine et qui du coup, dans la logique de compétition entre entreprises, se retrouvent favorisées alors même qu'elles reposent sur du travail qu'on dit travail mort, puisque ce n'est pas du travail humain. Donc, pour éviter ça, on trouve, et puis aussi pour que ce soit plus visible qu'en fait, la cotisation sociale, c'est vraiment une approche collective et ce n'est pas une approche individuelle. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que sur la fiche de paye, on a le salaire brut, le salaire chargé, le salaire net. Et du coup, ça donne cette illusion fortement alimentée par nos décideurs que c'est j'ai cotisé et j'ai droit à. Et donc, sur une logique très individuelle, très individualiste. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est vraiment la production de valeur générée non pas par mon travail, mais par notre travail. Parce qu'en fait, si je suis capable de créer de la valeur économique dans la boîte où je suis, c'est parce que il y a tout un système éducatif, tout un système de santé, des services publics, peut-être des personnes qui s'occupent de moi. Enfin voilà, parce qu'on fait société et que ça ne se résume pas à la question de la marchandise échangée. J'espère que vous me suivez. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on trouve intéressant d'asseoir cette cotisation sociale sur la valeur ajoutée des entreprises plutôt que sur la masse salariale. Et est-ce que je vous ai tout dit sur le petit schéma? Et du coup, oui, non. Et l'autre source de financement, ce serait… Donc, du coup, ça, c'est voilà, dans les choses qui demandent un vrai changement d'approche, c'est qu'en fait, l'idée, c'est donc que tous les collectifs de travail qui seront conventionnés, en fait, ce soit des entreprises dans lesquelles travaillent des personnes qui ont un salaire à vie, donc versé par les caisses de sécurité sociale, et donc qui ne sont pas propriétaires au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'argent qui va être généré par ces entreprises-là, par le magasin coopératif, en fait, l'argent, il va pas aller dans les poches des gens qui travaillent, il va aller dans les caisses de sécurité sociale de l'alimentation. Et on fait le pari que, en fait, du coup, la valeur ajoutée qui va être générée par ces collectifs de travail-là, elle ne sera pas moins importante
que ce qui existe aujourd'hui, voire même elle sera plus importante, parce qu'aujourd'hui, pour des logiques fiscales et autres, les entreprises n'ont pas forcément intérêt à mettre en avant leur valeur ajoutée. Là où demain, il y aura au contraire intérêt à générer de la valeur ajoutée. Bon, là, c'est des approches. Ouais. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que je vous ai tout dit sur le petit schéma. Oui, si, sur la gestion des caisses de sécurité sociale, qui va composer les caisses de sécurité sociale? Du coup, ce sera aux 2/3, aux 3/4 des habitants. Et quand même, on trouve important que les professionnels conventionnés, les entreprises conventionnées, aient aussi leur place dans la gestion des caisses, pour qu'il y ait bien ce double regard qui soit porté. Voilà pour le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Sachant qu'il reste des points à creuser et à débattre, notamment, c'est la question, par exemple, de qu'est-ce qu'on fait de tous les produits qui ne sont pas produits localement, au hasard, le café, le chocolat. Du coup, comment ça marche? Quel garde-fou on se donne? Est-ce que, voilà. Et il y a aussi la question de jusqu'où on va dans l'exigence de se fournir uniquement auprès d'autres professionnels conventionnés. Parce qu'en fait, le système alimentaire, c'est donc un système, mais ce n'est pas un système clos. Du coup, typiquement, une ferme, elle a bien besoin d'acheter des machines. Et du coup, ces machines, elle va les acheter où? Parce que, enfin, voilà. Donc, jusqu'où on va dans cette exigence de conventionnement? Évidemment, comment on fait démocratie au sein des caisses? Enfin, voilà, il y a encore plein de points en suspens et certainement d'autres que vous avez en tête et que je serais ravie d'accueillir. Mais en gros, voilà pour l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, ou presque. Ben, ouais, il y a des questions là-dessus. On n'a pas le droit de, pardon, on n'a pas le droit de vous passer des micros, donc il faut que vous. Voilà. Et pas cracher sur le. Merci pour votre présentation. Je connaissais le registre salarial par Bernard Friot sur le salaire. Je ne l'ai pas cité. Pardon? Je ne l'ai pas cité. Non. Ah, c'est honteux. Non, je vais réparer ça tout de suite, merci. Donc, Réseau Salariat repose sur les travaux d'un sociologue qui a passé toute sa vie professionnelle à travailler sur la sécurité sociale et l'histoire de la sécurité sociale, qui s'appelle donc Bernard Friot. Et non, pardon, c'est vraiment honteux de ma part de ne pas l'avoir cité, parce que c'est quand même le bonhomme à l'origine de tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc, ouais. Pardon, je vous interromps. Bah, déjà, là, on en parle. Non, mais ça peut paraître dérisoire, mais c'est essentiel. Il y a vraiment cette question de l'articulation locale globale. Je le dis comme ça, mais ici, on est dans un lieu, dans un espace où sont mises en avant énormément d'initiatives locales, enfin énormément, en tout cas, c'est comme ça que je le reçois, énormément d'initiatives locales qui, d'une manière ou d'une autre, viennent toucher tout ce que je vous raconte là. Donc, pas de manière systémique, mais n'empêche qu'il me semble que ces initiatives-là, elles sont essentielles pour cheminer vers une transformation profonde de la société. Il y a, à mon avis, un énorme enjeu à travailler ou à agir ou à réfléchir avec les personnes qui bossent aujourd'hui dans la filière. Or, c'est quand même essentiellement des précaires et ce n'est pas forcément des gens avec qui on a l'habitude de converser et de penser la transformation sociale. Or, c'est des personnes qui sont extrêmement bien placées pour avoir des idées, des suggestions sur comment faire autrement.
Donc là, je parle ouvrières, ouvriers, agricoles, des abattoirs, de la transfo et de la grande distribution. Donc ça peut être une piste. Et vraiment, je crois énormément à l'importance qu'on se réapproprie ou qu'on s'approprie tout court notre récit du réel, quoi. Enfin, voilà, c'est pas une mince affaire, mais ça me semble essentiel pour nous mettre en mouvement, en fait. Et vraiment, moi, la sécurité sociale, elle n'est pas née en 45 ou en 46. Il y avait déjà plein de choses qui existaient. Et c'est vraiment en 46 la capacité aussi liée à un moment historique, hein, mais à passer à une échelle systémique, quoi. Voilà. C'est des éléments de réponse. Il y en a sûrement plein d'autres. Ah oui, et si je vais aller plus loin aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul à réfléchir. Et au niveau international, quand on regarde les luttes qui sont menées dans d'autres pays du monde, par exemple au Rojava, par exemple au Chiapas, en fait, si vous regardez bien tous ces peuples en résistance, leur modèle de société, il repose énormément sur la question de l'alimentation. Et donc, en fait, la question de l'alimentation, elle est clé et elle peut être un lieu clé de transformation sociétale entière parce que ça touche vraiment, ça nous concerne toutes et tous, quoi. Donc voilà. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire. Mais le comment, je vous renvoie la question. Oui. Dans les caisses de sécurité sociale de l'alimentation, pour nous, il y aura vraiment une phase de formation des personnes qui seront gestionnaires de ces caisses. Il y a un point que je ne vous ai pas nommé et qui, du coup, c'est l'occasion. Pour nous, c'est essentiel que les personnes qui géreront ces caisses, elles soient indemnisées. En fait, elles touchent un salaire le temps de leur mandat, parce qu'on imagine que ce soit des mandats et que ça tourne, et que pourquoi pas ce soit sur du tirage au sort. Parce qu'il y a vraiment cette idée de dire c'est un travail en fait de se retrouver à co-gérer une caisse et que donc ça suppose en effet de se former, de se renseigner, d'aller chercher l'info. Mais j'ai envie de vous dire, ça marche comment aujourd'hui? Le Parlement, il marche comment? Les députés, ils marchent comment? Ils reçoivent des mails des lobbyistes. Bon, c'est pas vrai, c'est pas que ça. Mais il y en a qui bossent leur dossier, quoi. Vraiment. Mais donc en fait, oui, ça demande de se renseigner. Après, la question des données statistiques ou des chiffres, pour moi, ça reste un outil au service d'eux. Donc, on leur fait bien dire ce qu'on veut. La question de est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Vous avez vu ce que je vous ai raconté sur la Sécu. Moi, je vous explique comment je trouve ça révolutionnaire. On entend tous les jours dans les médias dominants que la Sécu, ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a un trou béant. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a un trou de la Sécu. Et on vous explique que c'est un système qui ne marche pas. D'ailleurs, le gouvernement souhaite à réformer l'assurance chômage. Là, je vous parle en France, mais veut réformer les retraites, les pensions de retraite, à diminuer les allocations logement et qui sont souvent liées aux prestations familiales. Et sur la santé, l'état de l'hôpital public en France. Et tout ça, c'est clairement le résultat des gels des cotisations sociales. Et donc, c'est facile de dire que ça ne marche pas, mais en même temps, il faut voir pourquoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, ça marche. Et c'est même révolutionnaire, mais c'est clair que ce n'est pas parfait. Et surtout, c'est vraiment la question de qui décide, quoi, qui a la main.
Allez-y, je vous en prie. Vous avez inventé à enrichir le document, donc on est ici dans un espace de transcription. Donc dans vos propos, on comprend que ça peut aller dans une direction. En même temps, c'est pas hyper explicite dans le document qui est présenté là, le fait de renforcer le côté pratique agricole, respectueuse de l'environnement, avec des communications. C'est dans votre préambule, mais ça apparaît pas là dans le schéma. Donc peut-être ça pourrait être bien aussi de le mettre comme un modèle économique, social, écologique de société aussi, de dire les producteurs qui sont en retenue, qui sont en coopérative. Enfin, vous avez complètement raison. En fait, d'une part, on ne peut pas tout mettre sur un schéma, et je crois même qu'il y en a déjà trop là. Et d'autre part, il y a aussi un choix un peu délibéré de ne pas avoir mis les mots classiques, circuit court, paysannerie, bio, parce qu'en fait, on se méfie énormément de toutes ces très belles idéologies-là. Je dis idéologie dans un sens tout à fait noble, hein, ce n'est pas de idéaux là, mais on s'en méfie vachement parce que le réel nous montre que le système capitaliste est très très fort pour remettre la main sur nos belles idées. Et du coup, on trouve que c'est hyper important d'insister sur la dimension anticapitaliste et la question de qui a la main sur la prise de décision. Et on fait confiance à nous, quoi, à la population, aux gens qui vont gérer les caisses pour avoir ces critères-là en tête. Enfin, je ne pense pas être naïve en disant que si on laisse le choix à des gens qui veulent produire de l'alimentation, de comment la produire, donc quand je dis on laisse le choix, c'est-à-dire réellement, quoi, matériellement, ils ont réellement le choix. En fait, les travailleurs et travailleuses ont envie de faire du beau travail et de servir en fait une alimentation de qualité. Pour donner un exemple, les agriculteurs qui bossent dans des grosses exploitations dégueulasses, par exemple éleveur de volailles, souvent, il a son petit poulailler à côté pour sa consommation perso. En fait, les individus, ils savent en fait ce qui est bon ou pas bon. Enfin, les professionnels, je veux dire, qui ont les mains dedans. Du coup, ils sont tenus dans un système qui les oblige à foutre des pesticides, à s'endetter jusqu'au cou, mais en fait, si réellement il y a les conditions matérielles de choisir son mode d'organisation du travail, son mode de production, les gens qui bossent dans les supermarchés, ils demandent que ça, que de vendre des produits de qualité et de travailler dans des conditions plus dignes. Mais moi, j'ai assez confiance dans le fait que collectivement, parce que du coup, ça ne joue pas à une échelle individuelle, mais bien collective, en fait, on ira vers du vertueux, quoi, tous ensemble, puisque ce sera dans notre intérêt. Je peux me tromper, hein, mais... Les multinationales de l'agroalimentaire que vous avez citées, elles vont tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Il y a une astuce. Dans la santé, probablement, ça a été la même chose. Je connais pas le reportage. Il y a une astuce pour passer à côté de là. C'est une sacrément bonne question. Je ne sais pas si j'ai une astuce, mais ce qui me paraît essentiel, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de nommer les choses. Moi, je trouve ça incroyablement révélateur, le fait qu'à chaque fois qu'on parle d'alimentation, dans la tête des gens, mais dans ma tête au début, quand je me suis emparée du sujet, on pense tout de suite consommation, qui consomme quoi, et on pense agriculture. Et on oublie complètement la transfo et la distribution. Alors que l'essentiel du pouvoir économique et donc du pouvoir de décision, il se joue là. Et c'est quand même vachement révélateur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de nommer des marques, parce que vous les connaissez, ces marques-là. Enfin, et encore, j'en ai oublié plein. Mais en fait, c'est assez fou, parce qu'en fait, on sait que c'est des gens super puissants, Coca-Cola et compagnie, qui détruisent la planète, qui nous exploitent à fond, qui s'en mettent plein les... On le sait. Et pourtant, quand on parle d'alimentation, on n'y pense pas. C'est quand même assez révélateur, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est astucieux, mais en tout cas, c'est une manière de faire. Mais clairement, ça va passer par le rapport de force. Le rapport de force qui peut prendre plein de colorations différentes. Mais je ne sais pas à quel point vous avez suivi ce sujet-là, mais la question de l'étiquetage sur les aliments, de savoir si les produits sont bons ou pas bons, avec des codes couleurs ou des choses comme ça. Il y a eu tout un truc qui s'est joué au niveau de l'Union européenne, il y a des choses qui jouent au niveau national. Et je vous invite à aller voir le documentaire dont je parlais tout à l'heure, la pression des lobbies de l'industrie agroalimentaire sur ces étiquetages-là, alors que bon, on parle d'un étiquetage, enfin, on n'est pas encore non plus tout à fait
dans le renversement du système, mais quoi, c'est déjà une belle chose. Et ben, c'est incroyable les stratégies qu'ils développent par rapport à ça. Et je sais pas, on en parlait hier en plaisantant, mais pourquoi pas une astuce, c'est peut-être qu'on se crée nos propres stickers, c'est qu'on aille les coller sur les aliments. Je sais pas, je cherche des astuces. J'aime bien ce mot. Il y a dorénavant des référentiels chez les entreprises. Et ces référentiels d'excellence reprennent de plus en plus les éléments de la responsabilité sociale des entreprises. De plus en plus. Ce n'est plus comme dans les années 90, où c'était une chose absolue, c'est ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche maintenant, c'est le collaborateur, c'est un client. Donc, il faut le satisfaire de toutes les sortes possibles. Le voisin, la commune où je vais mon entreprise, c'est un client comme un autre. Donc, il faut le respecter, il faut qu'il soit satisfait. L'état où j'ai mon entreprise, il faut la satisfaire. Donc, j'essaie de répondre à ces exigences. Donc, je ne suis plus dans une recherche capitaliste, gagner le plus d'argent possible. Je suis dans une situation où je vais dans le win-win. Je gagne quelque chose pour pouvoir survivre avec un petit gain, mais c'est certainement plus qu'avant, mais je recherche vraiment que l'autre gagne aussi. Le voisin, l'environnement, la santé de nos collaborateurs, de sa famille, etc. Et ce sont des référentiels qui sont vraiment européens. Ça ne se trouve pas au Japon, ça ne se trouve pas aux États-Unis. Pour le modèle de l'actuel, parce que vous connaissez, c'est le World Federation of Quality Management. Là, en 2020, ce sont tous vos référentiels qui font vraiment les 17 objectifs durables de l'Union européenne, les droits de l'homme dans le travail, etc. Donc, les entreprises qui veulent atteindre un niveau d'excellence doivent se faire évaluer à travers ce référentiel. Et donc, juste pour dire, c'est vraiment pris au sérieux. C'est des milliers d'entreprises qui travaillent sur ce modèle-là. Et ça va toucher les groupes firmes aussi. Ils ont tout intérêt à se conformer à un tel référentiel. Ça va prendre des années, c'est clair, parce que c'est une transformation. On parle ici de transformation de nous, mais pour les entreprises, il y a une énorme transformation qui se passe pour l'instant. Pas toutes les entreprises, mais celles qui souhaitent changer et qui souhaitent survivre. La com de quoi? La com des entreprises qui sont mises sur la charte d'excellence. Finalement, dans les de la santé, infirmier, sur poste au niveau des hôpitaux, je m'intéresse à la qualité. Je suis évaluateur d'entreprise de qualité, et donc je partage un peu ce que je viens. Je ne suis pas du tout lobby. Pas du tout. Voilà, c'est seulement pour agrandir la discussion. Je pense que tu voulais prendre la parole. Oui, j'aimerais bien. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de... Merci beaucoup pour ce que vous proposez. Le problème, c'est qu'on est toujours dans le même système et on ne s'en sort pas. Et on voit bien que ce système, il est complètement à bout. Donc, on est en train d'essayer de mettre des rustines sur quelque chose qui ne fonctionne déjà pas. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné avoir le courage de se poser les vraies questions et de repenser, mais totalement, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été conditionné. Il faut avoir le courage de se re-questionner sur le conditionnement. Pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire parce que pour moi, c'est vraiment extrêmement difficile de voir qu'on en est toujours au même point. De la même manière que j'aimerais beaucoup que vous alliez faire votre conférence en entreprise. Donc, ici, on est avec des gens déjà hyper sensibilisés. C'est déjà très courageux ce que vous proposez comme approche, mais c'est vrai que... Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez en entreprise? Est-ce que vous allez dans des... Ça n'a pas encore été... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas encore été invitée, mais... Non, mais après, enfin, pour le coup, on peut trouver ça désuet, mais je pense que l'entrée syndicale, elle est essentielle.
Je pense que la porte syndicale, elle est essentielle. Pour répondre, moi, je suis assez d'accord. Je ne suis pas très convaincue par les questions de RSE et compagnie. Ça me semble être un peu du marketing et du greenwashing. Mais ceci dit, tant mieux si ça fait bouger les lignes dans le bon sens. Et par rapport à la question de l'astuce, je ne l'ai pas dit, mais en fait, évidemment, ces multinationales-là n'existent que parce qu'il y a des gens qui bossent dedans. Donc, et vraiment, enfin, le gros des forces de travail, ce n'est pas les cadres dirigeants, quoi. C'est les ouvrières et ouvriers, c'est les employés. Et en fait, là, pour le coup, je pense qu'il y a un énorme taf à faire de notre part d'aller causer avec et de réfléchir ensemble, quoi. Parce qu'évidemment, enfin, je donne un exemple caricatural, mais on l'a vu sur le nucléaire, on peut le voir sur les avions, on peut le voir sur plein de sujets. En fait, aller manifester pour la fermeture d'une activité qui crée de l'emploi, qui génère des emplois, machin, en fait, du coup, c'est comment on se soucie du sort des travailleurs et travailleuses qui sont là-dedans et comment on travaille avec eux à la question de qu'est-ce qu'ils feraient, eux, elles, s'ils pouvaient choisir et comment on se bat avec elles, avec eux, pour avoir du coup des espaces de travail qui soient réjouissants, enthousiasmants. Et je pense qu'on en a des réponses largement. Hein. Et de toute façon, la taille multinationale, à mon avis, je le souhaite en tout cas, vouée à disparaître. Quoi. Mais, pardon, il y avait des mains qui s'étaient levées. Il y a monsieur tout là-haut et puis vous, du coup. Bah, en l'occurrence, c'est ce que je disais un peu vite, c'est le système, là, il est sur une logique nationale, parce que c'est actuellement, la Sécu, elle fonctionne comme ça, c'est à des échelles nationales. Du coup, en France, les cotisations sociales pour la santé, la retraite, le chômage, la famille, en fait, elles reposent déjà sur les entreprises dites françaises, alors avec toute la question du siège social et tout ça. Donc, Nestlé, ça passe, Coca-Cola sera plus compliqué, quoi qu'ils ont quand même des antennes en France, mais on va retomber sur les mêmes enjeux que sur les autres cotisations sociales. Donc, je ne sais pas si ça répond. Après, on peut imaginer ce système-là à une échelle internationale. Hein. Du coup, c'est vraiment la question de... Bon. Mais comment ils ont fait par le passé? C'était... Alors, du coup, la cotisation sociale, ce n'est pas de l'impôt, mais en effet, ça passe aussi par... en tout cas, dans l'histoire, ça s'est passé comme ça. C'était par la loi, par l'état de droit. Mais il faut bien voir... Enfin, moi, je suis convaincue que les réformes législatives ne sont que le résultat de mouvements sociaux. C'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais du coup, si à un moment donné, la cotisation sociale a été instaurée, imposée, c'est bien du coup interprofessionnel et tout ça, et tout le monde et absolument toutes les entreprises sont concernées. C'est bien parce qu'il y avait un rapport de force qui était favorable à ça à ce moment-là. 46, ministre communiste du Travail. Bon. Ah bah les cotisations sociales, elles ont continué à augmenter pendant plus de 30 ans quand même derrière. Hein. Non, mais je ne suis pas sûre... Enfin, je le dis parce que c'est par respect et par égard pour Ambroise Croizat, que malheureusement on ne connaît pas assez, mais j'ai envie de croire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être étiqueté communiste pour avoir ce type de conviction. Si Bernard m'entend, il ne sera pas content. Mais je veux dire, je pense que ce n'est pas tant l'homme, l'individu, que le mouvement social qu'il y a derrière et qui en arrive à cette situation-là, quoi. La sécurité sociale, bon, il y a 46, la généralisation. Avant, il y a eu 50, 60, 70 ans de lutte sociale, entreprise par entreprise, oui. Avec des grèves, avec des déblocages d'entreprises. Ensuite, ça s'est généralisé à des branches. Ce n'est pas venu comme ça d'un coup avec un coup de tampon. Et je pense que c'est important par rapport à cette thématique-là. Alors certes, on a perdu, je pense, un peu du collectif dans l'entreprise. Les syndicats sont beaucoup moins forts, les pouvoirs de blocage sont beaucoup moins forts qu'il y a une centaine d'années, mais à mon avis, il y a une échelle qui pourrait être la bonne, qui est l'échelle municipale. Vous avez plusieurs fois évoqué, parce que c'est une échelle où on arrive encore à gérer des choses qui ne sont pas forcément trop grandes. On arrive quand même encore à mettre un peu de service public dans cette échelle-là. Et on répond à la question du blocage, à la question
Ouais, non, c'est une très très bonne question. Alors, je vous l'ai dit, on bosse avec d'autres gens sur cette question. En fait, on bosse avec d'autres gens sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et après, en fonction des organisations, on ne la déploie pas exactement pareil. Donc moi, là, je vous ai présenté la version réseau salariat. D'autres organisations ne font pas les mêmes choix, notamment font pas les mêmes choix. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que comme le sujet de l'alimentation est un peu en train d'émerger sur le devant de la scène parce que le confinement, fermeture des frontières, donc, dis donc, on va se produire localement, plus explosion de l'aide alimentaire, du coup, le sujet émerge fortement. Et donc, il y a des députés qui comptent déposer une proposition de loi appelée sécurité sociale alimentaire, je crois qu'ils l'ont appelée, enfin, peu importe, et qui est très, très, très éloignée de tout ce dont on vient de discuter là. En gros, ce serait l'idée d'avoir une alloc pour les pauvres, quoi. Ce qui n'a quand même strictement rien à voir. Mais rien. Bon, ça, c'est les joies de... Donc, c'est les partis politiques. Alors, l'association Réseau Salariat, c'est une asso d'éducation populaire. Elle s'appelle Réseau parce que on est convaincu que l'asso en elle-même est un objet de réflexion, un outil d'intelligence collective qui permet de faire des choses comme ça, mais qu'après, chacun d'entre nous, on est des êtres multicasquettes. Et donc, typiquement, moi, par exemple, j'ai un engagement syndical assez fort, et clairement, tout ce que je travaille à Réseau Salariat me nourrit vachement dans mon syndicalisme, et vice-versa. D'autres sont dans des partis politiques, et sont investis plus ou moins fortement dans des partis politiques. Donc, voilà, ça diffuse. Bernard, il est communiste, il est au Parti communiste et il tente de porter sa parole au Parti communiste. C'est la question de l'état des partis politiques. Mais du coup, c'est bon, voilà, c'est une piste. Mais bon, voilà. Je sais plus. Ah oui, si, merci pour le point. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est vrai que je martèle la date 46. Mais c'est aussi un peu pour se raconter le récit. C'est pas 45, quoi. C'est 46, la date importante. Bon, bref, c'est pas De Gaulle, en fait. Mais bon, c'est aussi pour ça. Mais bien sûr, c'est le fruit et le résultat de conquêtes qui sont inscrites dans des années de lutte. Et moi, je trouve que ça a quelque chose de réjouissant de se rappeler ça, parce qu'on est dans une période quand même sacrément morose. Enfin, je souhaite que vous ne le soyez pas, mais moi, ça m'arrive. Et de se rappeler qu'en fait, on s'inscrit dans une histoire longue et qu'en fait, la révolution, c'est pas en un soir qu'elle se fait, mais c'est bien dans une histoire longue. Je trouve que ça a quelque chose de, quelque part, de réjouissant parce que ça vient redonner sa place aussi à toutes nos initiatives locales. Donc, c'est voilà, c'est comment on se leurre pas en portant des initiatives locales, que ça reste des gouttes d'eau et que c'est vachement important d'avoir la vision globale, mais comment aussi c'est ces initiatives-là qui nous permettent de cheminer vers une transformation plus profonde. Enfin, moi, en tout cas, je suis convaincue de ça. Mais... Allez-y, non, attendez, je vais, ouais. Ah, c'est une super question. Ben, on réfléchit à une sécurité sociale du logement. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est aussi, voilà, l'idée aussi, c'est qu'en fait, à Réseau Salariat, on a un peu le projet de société, une société de salaire à vie, où tout est socialisé et où c'est l'ensemble de la société qui rentre dans ce schéma, quoi. Mais en fait, ça, c'est un grand discours théorique super séduisant, mais qui a du mal à se coller au réel et au palpable. Et du coup, de choper thème par thème, en fait, ça permet de venir le mettre en confrontation avec le réel et avec l'existant. Plus fortement que quand on parle de manière générale. Bien sûr que c'est lié à l'existant, mais vous voyez ce que je veux dire. Typiquement, l'alimentation, je me retrouve devant vous parce que c'est l'alimentation, pas parce que c'est la sécurité sociale. Mais moi, ça me permet de vous parler de la sécurité sociale. Enfin, du coup, voilà. Et donc, on a ça aussi. Donc, voilà, sur le logement, il y a des copains qui réfléchissent sur la sécurité sociale de la culture. Il y a eu un article dans le Monde diplomatique qui a été publié il y a quelques mois là sur voilà, cette idée de sécurité sociale de la culture. Il y a la sécurité sociale des transports en commun. Mais bon, voilà, mais en fait, la sécurité sociale des énergies, là, pour l'instant, on ne s'y est pas encore collé, mais on a le projet d'eux. Enfin, voilà, il y en a d'autres, quoi. Mais sur le logement, ouais, c'est une sacrée priorité aussi. Bon, en France, on est assez bien concernés aussi.
Je sais pas, enfin moi j'ai pas forcément entendu, vous avez dit il faut que ça bouge vite, c'est pas ça que j'ai entendu, mais après, je sais pas ce que ça veut dire il faut que ça bouge vite. Enfin, il y a urgence dans le sens où la situation est absolument dramatique et voilà, et on se l'est dit ensemble et je vais pas vous l'apprendre. Mais à la fois, enfin, ça veut dire quoi? Aller vite, quoi. Et aller vite pour aller où? Parce que si c'est pour créer une allocation pour les pauvres en se racontant que ça y est, on a tout résolu, si c'est pour faire une énième loi anti-gaspillage en se racontant qu'on a tout résolu, enfin, du coup, c'est quoi aller vite, quoi? Moi, je suis désolée, hein, ma réponse n'est pas très satisfaisante, mais vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire aller vite, parce que ça dépend vraiment de quoi on parle, quoi. Mais ça veut dire quoi? On n'a pas de décision. Vous êtes encore sur une posture où c'est d'autres qui décident pour vous, quoi. Non, collectivement. Je suis à une échelle collective. Je suis à une échelle sociétale. Moi, je suis désolée, mais aujourd'hui, ceux qui prennent des décisions pour moi, pour nous, ne me semblent pas aller dans l'intérêt général et donc dans notre intérêt. Donc, à la limite, chaque jour où ils ne prennent pas de décision, ça m'arrange. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe, malheureusement. Mais... Non, mais enfin, je suis désolée. Moi, je n'ai pas l'impression de ne pas avancer. Je suis face à vous aujourd'hui. Bah, après, ça, c'est à une échelle individuelle. À une échelle sociétale, on peut se raconter comme le monde va mal. On peut essayer de regarder les trucs plus optimistes. Bon. Les habitants. Ça dépendra de nous. Bah, oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas donné. En fait, des initiatives locales, il y en a plein. Non, mais ça, vous avez raison. Non, c'est vrai. J'ai peut-être pas assez raconté, mais il y a déjà dans la loi, c'est possible, en fait, des communes qui réquisitionnent des terres agricoles et qui mettent dessus des fonctionnaires maraîchers. Donc, il y a plein de choses qui existent, qui sont hyper intéressantes. Et je pense qu'au Luxembourg aussi, vous en avez des initiatives hyper intéressantes. Moi, là, mon propos, il est vraiment de se situer à une autre échelle. Parce que c'est vraiment l'enjeu que ça concerne tout le monde, quoi. Sinon, il y a un peu le risque qu'on se félicite d'alternatives qui concernent un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire en gros les gens ici présents, dont je fais partie. Voilà. Donc c'est comment on fait très attention à avoir un souci de la société dans son ensemble. Mais oui, il y a déjà plein d'initiatives hyper intéressantes. Donc ça va vite. Ça. On arrête, on a dépassé de 1/4 d'heure le temps que je vous avais dit.